l'instant, je suis là pour présenter une très belle conférence. Étant donné que mon métier est journaliste et puis que je suis très active sur les réseaux sociaux, je veux vous inviter aussi à me suivre ce soir parce qu'une fois que je serai assise avec vous, tout au long de la soirée, je vais partager. Vous pouvez me suivre sur @lolita-dandois et aussi, je vous invite tout de suite à aller sur la page Facebook du Collège La Salle. Puis à mentionner que vous êtes ici, à liker la page et aussi à poser des questions que vous auriez pour Alexandre Taillefer parce que c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir poser vos questions à la fin et également participer à des concours tout au long de la soirée. Donc, voilà. Tout d'abord, je voudrais remercier M. Alexandre Taillefer qui offre généreusement cette conférence ce soir au profit de la Fondation LCI Éducation. La Fondation permet aux étudiants du réseau LCI Éducation, dont le Collège La Salle fait partie, d'offrir de son temps et de son talent pour aider à améliorer et à changer le monde. La mission principale de la Fondation est de promouvoir la persévérance scolaire et l'alphabétisation. Et en décembre dernier, la Fondation LCI Éducation a annoncé son premier don pour la construction d'une école primaire publique en Colombie. J'aimerais aussi remercier Bad Monkey Popcorn pour la délicieuse collation ce soir. Vous les aurez peut-être vus et reconnus lors de leur passage Dans l'œil du dragon et à Dragon's Den. Donc, bravo à cette entreprise montréalaise pour leur succès et merci d'être là ce soir. Pour ce qui est du cocktail que j'espère que vous avez pu goûter, il a été offert par le restaurant du Collège La Salle Le Fuchsia, qui est situé au sous-sol. Puis j'aimerais quand même vous dire que pour ceux qui ne le savent pas, que c'est un restaurant qui est ouvert à tous. Donc vous pouvez venir le midi et en soirée pour déguster ce que les étudiants en cuisine préparent. Et je suis allée quelques fois et je peux vous dire que c'est vraiment délicieux. Je vous invite maintenant à fermer la sonnerie de vos téléphones, mais de les garder ouverts parce que, comme je vous disais, tout au long de la soirée, on va vraiment les utiliser pour vous permettre de gagner certains prix et aussi de participer à des concours. Donc, je vais vous parler de ces concours-là. Justement, on a une garde-robe à faire gagner. En fait, une carte cadeau d'une valeur de 250 $ de Le Château. Donc, merci beaucoup à Le Château d'être ici ce soir puis d'offrir ce prix. Pour participer, je vous invite à suivre la page Instagram de Le Château, de publier soit une photo ou une story Instagram de l'événement et de taguer, vous savez ce que c'est, de taguer Le Château et Collège La Salle. Et à la toute fin de la conférence, je vais faire le tirage pour ce prix. Et aussi, ce n'est pas le seul prix de la soirée, Alexandre Taillefer a publié l'année dernière son livre « Lettre à une jeune entrepreneur ». Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est un livre qui est vraiment excellent. Et ce soir, il nous offre plusieurs exemplaires. Mais pour pouvoir en gagner un, il va falloir, comme je vous disais, être actif sur les réseaux sociaux. Donc, sur la page Facebook du Collège La Salle, vous allez reconnaître tout de suite, c'est la première publication du jour. C'est une publication sur la conférence qui a lieu ce soir. Donc, commentez simplement en posant la question que vous voulez poser à M. Taillefer. Et à la fin de la conférence, on va les poser. Et puis, ça vous donnera la chance de peut-être gagner un de ces livres. J'aimerais aussi remercier Elicom, qui est membre du réseau LCI Éducation et partenaire de la Fondation. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Elicom est une start-up québécoise offrant des services spécialisés en technologie éducative à ses clients. Et pendant la soirée, Patrick Després, qui est vice-président à la création, va en fait dessiner une représentation graphique de la conférence de M. Taillefer. Vous allez pouvoir suivre ici à droite. Donc, il va vraiment dessiner en live. Donc, je vous explique rapidement comment la soirée va se dérouler. On va commencer évidemment avec la conférence qui va durer environ 45 minutes et la conférence va être suivie d'une période de questions. Je viens de vous expliquer comment on peut justement réussir à poser une de ces questions-là. Puis, on va vous dévoiler le montant qui a été amassé pour la fondation. Puis finalement, il va y avoir une période de photos officielle et de dédicaces. Donc, les 5 personnes qui auront gagné le livre pourront se présenter auprès de M. Taillefer et il va dédicacer votre livre. Donc, voilà pour tous les remerciements et informations de la soirée. Maintenant, on va débuter. J'aimerais commencer par dire un petit mot sur notre invité d'honneur. Alexandre Taillefer est associé principal depuis 2011 au fonds XPND, un fonds d'investissement dans le secteur de l'électrification des transports, des technologies, des médias et du divertissement. Alexandre Taillefer est un entrepreneur en série qui s'est fait connaître publiquement grâce à sa participation à Dans l'œil du dragon. À 21 ans, il fonde Neuron, une agence interactive aujourd'hui détenue par Publicis. En 2001, il fonde Exacto, qui devient en 2 ans un leader mondial du jeu mobile.
racheté par Electronic Arts, qui a été par la suite racheté par Electronic Arts. En 2007, il fonde Stingray Digital. Il a aussi fondé Théo Taxi, une société de taxi entièrement électrique qui a vraiment révolutionné l'industrie. Défenseur infatigable de la culture, il a présidé le conseil d'administration de l'Opéra de Montréal de 2006 à 2012. Et depuis 2012, il est président du conseil d'administration du Musée d'art contemporain de Montréal, qui connaît depuis ce temps-là une revitalisation importante. Il signe aussi une chronique mensuelle dans Le Voir et n'hésite pas à partager ses idées et sa passion à titre de conférencier. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, je vous présente M. Alexandre Taillefer. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde. Je dois vous avouer que je suis un petit peu intimidé. Je m'attendais à ce qu'on soit autour d'une table, là, puis qu'on jase d'entrepreneuriat. C'est pas le cas, il y a beaucoup de monde. Merci d'être là. C'est avec beaucoup d'humilité que je viens vous parler un peu d'entrepreneuriat aujourd'hui, puis un peu des valeurs qui m'animent, des valeurs qui, je pense, sont importantes pour l'avenir de notre société. Les gens me posent souvent la question comment est-ce que je fais pour devenir un bon entrepreneur? Je vous dirais, des premiers éléments qui m'apparaît important, c'est de vous dire que si vous voulez vous lancer en affaires pour faire de l'argent, c'est bien mal parti. Ça ne doit jamais être un but, c'est une conséquence. Donc, la conséquence de faire de l'argent, c'est avant tout d'être passionné. C'est avant tout de faire quelque chose qui nous passionne dans la vie parce que la passion et le bonheur, puis je vais parler beaucoup de bonheur ce soir, la passion et le bonheur, c'est le facteur le plus important qui alimente la productivité. Si vous vous levez le matin et vous êtes passionné parce que vous faites, les chances sont que vous allez avoir du succès. Et le succès, par contre, il faut comprendre que c'est plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. L'éducation, votre talent est très important. Le travail est très important. On dit que c'est 10% de talent, 90% d'effort. Je ne suis pas sûr que j'adhère à ça. Je dirais probablement 50% de travail, 10% de talent et 40% de chance. Il faut reconnaître dans la vie qu'on peut rencontrer des chances et on peut rencontrer des malchances. Un projet extrêmement intéressant peut connaître l'échec pour plusieurs raisons. Vous n'allez pas avoir croisé dans une soirée quelqu'un qui va changer du tout au tout votre modèle d'affaires, votre perception, va vous amener à obtenir, par exemple, de la distribution pour un produit. Il faut reconnaître ce facteur de chance-là. Il faut maintenir une certaine humilité par rapport au succès. Ceci dit, naturellement, quand on rencontre un succès, les chances sont plus importantes après. Parce que être un bon entrepreneur, c'est avant tout pas avoir trop froid aux yeux et pas avoir peur de l'échec. Mon professeur à l'université, j'ai reçu dernièrement, imaginez-vous, jamais j'aurais cru ça de ma vie, j'ai reçu un honoris causa, je suis rendu docteur. Alors, quand vous allez venir me voir tout à l'heure, je vous en prie, vous pouvez m'appeler docteur Taillefer. Mon professeur d'université m'a dit, vous savez, M. Taillefer, si vous restez trop longtemps sur les bancs d'école, les chances sont que vous ne partirez jamais en affaires. Parce que plus les gens sont éduqués, plus ils vont savoir qu'il y a un risque. Puis ils vont être capables de calculer le risque. Et plus tu calcules le risque, plus les chances sont importantes que tu choisiras de ne pas les prendre. Alors, ça prend beaucoup de naïveté pour se lancer en affaires. Et à 45 ans aujourd'hui, je dois vous dire que je suis assez satisfait de ça. Mon épouse qui est ici, Debbie, pourra vous le confirmer. Je suis encore très naïf. Et pour moi, c'est un critère qui m'apparaît important. Se lancer en affaires, donc, de dire on va lancer un projet. Comment est-ce qu'on part? J'ai beaucoup réfléchi à ça. Qu'est-ce qui fait qu'on décide de se lancer en affaires? Et un critère qui m'apparaît vraiment important, c'est l'indignation. On s'indigne et c'est souvent la raison pour laquelle est-ce qu'on dit hey, ça n'a pas de bon sens, il y a une situation qui ne fonctionne pas, il y a un produit qui n'existe pas, il y a une situation qui est pas correcte, il n'y a pas de solution qui existe et je vais donc moi, souvent avec d'autres, décider de m'attaquer à ce problème-là.
L'indignation, c'est une étincelle. Ça ne peut pas être le carburant. Parce que si vous carburez à l'indignation, là, vous passez votre temps dans les lignes ouvertes des radios de Québec. Et ça, c'est pas bon. J'ai une relation particulière avec les radios de Québec. Et donc, cette indignation-là va être une étincelle. Et le carburant, c'est quoi? Le carburant, c'est la volonté de changer le monde. Cette motivation-là qui risque de faire que vous allez lancer un projet, continuer, persévérer. Et je fais une nuance. La persévérance, c'est très, très bien. Et il y a une frontière très fine entre la persévérance et l'acharnement. Et ça, il faut que vous soyez en mesure, à un moment donné, de déterminer quand est-ce que vous avez franchi cette frontière-là. C'est jamais très simple. Et ça m'est arrivé dans ma vie d'attendre trop longtemps. De prendre les choses, de les mettre en dessous du tapis, d'essayer d'éviter une situation conflictuelle avec quelqu'un ou une relation qui ne fonctionne pas bien. On prend souvent nos distances par rapport à ça. C'est rare les gens qui sont capables de prendre le taureau par les cornes puis de régler des situations. Et je me suis rendu compte de plus en plus, à l'âge que j'ai maintenant, j'ai beaucoup plus de cheveux gris, que c'est beaucoup plus efficace d'aborder ça le plus rapidement possible en discutant avec les gens et en étant en mesure d'expliquer clairement pourquoi est-ce qu'une situation fonctionne ou ne fonctionne pas. Et ce genre de rétroaction-là est assez importante. Alors, cette indignation-là qui va faire que vous allez lancer un projet, qui va faire que vous allez être passionné, va faire une grande différence. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que des entrepreneurs comme Elon Musk ou des entrepreneurs comme Dyson ont connu des succès comme on les connaît aujourd'hui. Tous ces entrepreneurs-là sont arrivés devant une situation et se sont dit, écoutez, ce problème-là, moi, là, je sais pas, avant Dyson, là, je passais à l'aspirateur. Ma femme trouve ça très drôle. Et ça ne marchait pas bien. Et Dyson était donc indigné par sa maudite balieuse qui n'était pas capable de ramasser adéquatement la poussière. Il a décidé donc d'inventer un nouveau système pour y arriver. Il y a des raisons pour s'indigner. Ça, c'en est une pas mal. Mais il y en a d'autres. Et je vous dirais qu'on s'en va dans un monde aujourd'hui où j'ai l'impression qu'on doit réfléchir de plus en plus à nos valeurs comme entrepreneurs. Je pense qu'on s'en va vers un entrepreneuriat qui va être très différent dans l'avenir. On fait face aujourd'hui à une espèce de clivage dans notre monde où il y a des gens qui prônent des valeurs, je dirais, de concentration de la richesse. La concentration de la richesse dans notre univers n'a jamais été aussi important. Vous savez que les 50 milliardaires aux États-Unis détiennent autant que tout le reste de la population aux États-Unis. 50 personnes détiennent autant d'argent. Et il me semble qu'en 1789, il y a eu de l'éteintage qui a débuté suite à ça. Le climat social aujourd'hui est assez inquiétant. Et je pense que la génération dans laquelle on vit aujourd'hui est une génération qui a à cœur des valeurs sociales plus importantes. On réfléchit à autre chose que la consommation. On est en train de réfléchir à des enjeux écologiques. On réfléchit à des enjeux sociaux. On s'indigne des enjeux liés, par exemple, à la fiscalité. Et moi, je vous dirais que mon pouls d'entrepreneur, parce qu'un entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est capable de lire une situation qui s'en vient. On espère, nous, être un peu des astrologues, les entrepreneurs. Hein? C'est comme être capable de savoir ce qui s'en vient dans 2 ans. C'est important de ne pas être un Nostradamus. Un Nostradamus, c'est quelqu'un qui lit ce qui s'en vient dans 100 ans. Okay? Bien, ça, c'est très mauvais, ça. Okay? Parce que vous allez lancer des produits, puis il n'y aura jamais personne qui va les acheter, parce que c'est dans 100 ans qu'ils vont les acheter, les produits. C'est la première fois que j'utilise cette métaphore-là, je la trouve bonne. Alors, ça prend plus Jojo Savard. Et cette capacité aujourd'hui de sentir vers où le marché s'en va, l'intuition est un élément fondamental de l'entrepreneuriat. Et quand j'ai choisi de lancer Théo Taxi, je dois vous dire une chose, j'ai pris la décision il y a 5 ans, 6 ans, de limiter ce que j'avais
bâti, je faisais de l'argent, tout ça, je m'achetais des montres, je pense que j'ai 14 montres, des montres que j'ai payées là, au Château d'Ivoire, tout ça. Vous allez remarquer, j'ai plus de montres aujourd'hui. Je me suis libéré du matériel. Je me suis libéré du matériel et j'avais des voitures, j'avais plein de voitures. J'ai eu des belles voitures, j'ai des Ferrari, des Porsche, nommez-les, j'ai eu des voitures extraordinaires. À un moment donné, je me suis levé le matin et je me suis dit, j'ai plus besoin de ça. Il faut dire que j'ai fait un 360 sur l'autoroute à la 132 avec ma Ferrari. Et j'ai eu assez peur. Alors, je suis revenu, je shakeais de même, j'ai mis les clés et j'ai décidé, c'est terminé. En fait, c'est pas tout à fait l'événement. L'événement qui a fait que j'ai choisi d'arrêter de conduire, c'est que j'ai dû choisir entre mon téléphone et ma voiture. Parce que j'étais sur le pont Victoria et comme vous, je vais vous cacher, là, non, je ne fais jamais ça, mais je sais que vous le faites. Vous regardez votre téléphone, vous regardez les SMS, ça, et j'ai failli emboutir une voiture qui était en face de moi. Et là, je me suis dit, écoutez, ça n'a pas de bon sens, je ne peux pas me permettre ça. Je choisis entre mon téléphone et ma voiture, et j'ai choisi mon téléphone. Et j'ai donc décidé de me débarrasser de mes voitures. On n'a qu'une seule voiture avant que les gens m'accusent. Là, vous allez peut-être me voir dans une Mercedes blanche éventuellement. C'est la voiture de Debbie. Mais moi, je n'ai pas de voiture. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris le taxi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Il y avait un problème et je me suis indigné. Je me suis indigné d'une industrie qui, aujourd'hui, profite d'immigrants de première génération. C'est des gens qui arrivent ici, vous le savez, on a un taux de chômage extrêmement bas au Québec. C'est extraordinaire. On a un taux de chômage de 4,2 à Québec, 5,8 à Montréal. Et la différence entre les deux taux de chômage, vous savez d'où ça vient? Ça vient essentiellement de l'immigration. Parce que les immigrants de première génération ont un taux de chômage de l'ordre de 15 à 16 et il y a beaucoup plus d'immigrants ici qu'à Québec. Ça n'a rien à voir avec les radios, je suis convaincu. Et donc, je me suis rendu compte que il y avait vraiment un système, c'était rendu un système, c'est un système qui profitait des gens. C'est un système aujourd'hui où ces gens-là, les chauffeurs de taxi, travaillent 70, 80 heures semaine, puis vont faire 7 $, 8 $ de l'heure, aucun filet social. Vous êtes un travailleur autonome, vous n'avez pas de CSST, vous n'avez pas de vacances, vous n'avez pas d'RRQ, vous n'avez rien, rien, rien. Et non seulement ça, vous êtes obligé de louer votre voiture. Vous devez louer une voiture pour avoir le privilège de faire 7 $ de l'heure. Alors, vous devez, en début de semaine, louer une voiture à 500 $, à 550 $ et en la fin de semaine, vous allez vérifier la poche gauche et la poche droite. L'argent que vous allez avoir fait, c'est l'argent qui va vous rester. Et aujourd'hui, les gens sont obligés, comme je vous le disais, de travailler 70-80 heures semaine. Et là, moi, je prends mes taxis tous les matins et je réfléchis à ça et je me dis, mon Dieu, ça n'a aucun bon sens. Comment est-ce qu'on peut permettre, à l'ère moderne, dans une société comme le Québec, un esclavagisme de la sorte? Et c'est à ce moment-là où on s'est dit, il doit y avoir une façon de réinventer l'industrie. Et la prémisse de notre projet, ça a été une prémisse simple, ça a été on va payer ces gens-là décemment, on va leur donner, on va leur garantir un revenu de 15 $ de l'heure. Si vous rajoutez les bénéfices sociaux, les vacances, les journées de congé, fériés, payés, la CSST, RRQ, etc., etc., un chauffeur coûte à Théo 18,25 $ de l'heure. C'est ça que ça nous coûte. Est-ce que quelqu'un a une idée de combien est-ce qu'un chauffeur de taxi fait de revenus bruts? Ça, la différence entre un revenu net, un revenu brut, la marge, non, on pourra y revenir. Ça pourrait être le sujet d'une de vos questions. Un taxi à Montréal va faire 20 $ de revenus, incluant TPS, TVQ en moyenne par heure. Ça veut dire qu'un chauffeur aujourd'hui va faire l'équivalent d'à peu près 17 $ et nous, notre coût de main-d'œuvre, c'est 18,25 $. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on va faire arriver ça? Je dois vous dire que ça, c'est un méchant défi. Et quand on part dans un projet comme ça, vous savez, un entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui décide de se lancer dans le vide et qui choisit, en même temps qu'il se lance dans le vide, de commencer à tricoter un parachute. Et le projet de Théo, c'est un projet beaucoup plus complexe. Je dois vous dire que c'est le projet le plus complexe sur lequel j'ai jamais travaillé dans ma vie parce que ça engendre des questionnements importants en termes
opérationnel, au niveau des ressources humaines. On est rendu aujourd'hui à près de 575 employés. En l'espace de 2 ans, 575 employés. On va terminer, merci, on va terminer l'année avec probablement autour de 1200 personnes. 1200 personnes qui aujourd'hui nourrissent des familles, sont en mesure de travailler 40 heures. Certains font 45 heures par semaine et sont en mesure de faire le même montant qu'ils faisaient précédemment en travaillant 70 heures par semaine avec des différences importantes. Ils sont capables de prendre des vacances au mois de juillet. Ils sont capables aujourd'hui d'être sur la CSST s'ils ont un accident. Ils cotisent à une RRQ, puis dans 20 ans, quand ils vont prendre leur retraite, ils vont avoir un salaire minimum qui va rentrer chez eux. Et pour moi, ce projet-là, c'est le projet le plus important de ma vie. Et c'est un projet qui n'est pas gagné. Ce n'est pas un projet gagné parce que c'est un projet qui est fou. C'est un projet aujourd'hui qui est basé sur quoi? Sur l'utilisation de la technologie. L'utilisation de la technologie, les algorithmes, l'intelligence artificielle, la prédisposition de nos flottes. Notre modèle aujourd'hui, c'est de dire des actifs vont être utilisés et le taux d'occupation de nos voitures va être de l'ordre de 55 %, alors que la norme de l'industrie est autour de 27 à 30 %. Et donc, ce taux d'occupation-là, aujourd'hui, est basé sur quoi? Il est basé sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, de l'algorithmie. On utilise des cerveaux qui travaillent aujourd'hui de façon sans arrêt. On dépense probablement autour de 3,5 millions par année en développement de technologie. Ça fait 3 ans qu'on fait ça. Un des grands enjeux qu'on a aujourd'hui, c'est de déterminer comment est-ce qu'à Montréal, comment est-ce qu'au Québec, on va être en mesure d'utiliser la matière première. Parce qu'au Québec, on a toujours été très bon dans la matière première. On a des chances inouïes. On est assis sur des mines, on est assis sur de l'électricité, on est assis sur des cerveaux. Vous êtes des cerveaux. Mais comment est-ce qu'on va transformer ces cerveaux-là, comment est-ce qu'on va transformer cette matière première-là en autre chose que des produits de première transformation ou de seconde transformation? Comment est-ce qu'on va créer de la richesse ici? Et ça, c'est une question que vous devez vous poser. Comment est-ce que vous, à titre d'individu, vous allez participer au tissu économique d'une société? Parce que, bien sûr, le succès individuel quand vous allez lancer une entreprise, c'est formidable. Et faire partie d'une communauté, sentir que le projet sur lequel vous êtes en train de travailler va avoir un impact profond pour les gens autour de vous. Pour d'abord votre communauté, puis après ça, éventuellement, le reste du monde. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler, ça fait 2 fois que je l'aborde, je vais y venir, je vais parler de bonheur. Aujourd'hui, une chose qui est importante, c'est d'être bien ici. Quand vous êtes bien là, quand vous êtes bien dans votre tête, quand vous sentez que vous êtes heureux, quand vous sentez que vous êtes motivé, quand vous sentez que vous faites une différence, tout va mieux aller. Votre projet va mieux aller. Vous allez sentir qu'il y a une signification à être ici parmi nous, à faire quelque chose qui vous motive, puis à faire quelque chose qui va avoir un impact. Je suis convaincu aujourd'hui que le rôle des politiciens, puis je ne vais pas parler de politique, je ne suis pas ici pour vous vendre des cartes, soyez pas inquiets, mais le rôle des politiciens, selon moi, est de s'assurer que nos citoyens soient les plus heureux possibles. On calcule aujourd'hui la position du Québec ou du Canada par rapport aux États-Unis en fonction du PIB. Je dois vous dire que le PIB des États-Unis est plus important que celui du Canada. Ça ne fait aucun doute. Mais quand on compare le BIB, le bonheur intérieur brut, le bonheur intérieur brut du Canada est largement supérieur à celui des États-Unis. En fait, on pourrait croire que c'est un peu frivole, c'est un peu ésotérique le bonheur. Pas du tout. On est capable de calculer comment est-ce qu'on peut qualifier le bonheur. En fait, à chaque année, l'ONU publie un rapport qui s'appelle le World Happiness Index. En français, l'index mondial du bonheur. Et cet index mondial du bonheur-là est basé sur 6 critères. Ils sont précis, 6 critères. Je vais vous les dire, ça me paraît important. Le premier critère, c'est, comme disait Yvon Deschamps, l'argent. Parce que vaut mieux être pauvre et en santé, non, vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade. C'est ça que je voulais dire.
J'ai comme raté le punch. Là. Bon. Le deuxième critère qui est important, c'est le filet social. On attache beaucoup d'importance au filet social. Et quand je parlais d'humilité tout à l'heure, je vais vous parler d'un concept pour moi qui est fondamental, c'est le concept du canal déférent. Est-ce que tout le monde est familier avec le canal déférent? Oui, vous trouvez ça drôle, hein? Alors, le canal déférent, c'est par là que le sperme sort. Et non, mais c'est très, très important, ce que je vous dis, c'est qu'on ne choisit pas dans quel code postal est-ce que ça va sortir. Non, mais c'est fondamental, ce critère-là. Est-ce que vous savez que le critère numéro 1 qui est capable de déterminer qu'est-ce qui va faire que vous allez avoir du succès, que vous allez faire de l'argent, que vous allez trouver une grosse job, le critère numéro 1, votre code postal. Il n'y a rien de plus important que ça. Si vous êtes né à Westmount, vous savez, entre H2G et H4G, il y a 2 de différence. Et ça fait toute la différence au monde. Ensuite, donc ça, c'est la question d'équité sociale est très importante. Le troisième élément, c'est l'égalité des chances. On veut s'assurer que les gens puissent avoir accès à de l'éducation, puissent avoir accès à la santé. C'est extrêmement important. Le cinquième critère, qui est un critère que je trouve vraiment important, c'est la question de confiance. La confiance en soi. La confiance envers les gens qui nous entourent, la confiance envers la société, la confiance envers les politiciens. Quand on est toujours en train de chialer, qu'on est toujours en train de dire « Ah, c'est un crosseur, assis, non, non, un, ça nous rend malheureux. Deuxièmement, il y a un enjeu fondamental, on n'a pas confiance. Cet index-là est très important dans notre société. Et finalement, le sixième aspect, c'est la question de générosité. Un élément fondamental du bonheur, c'est de donner, de s'impliquer. Et quand vous choisissez d'être entrepreneur, vous choisissez de vous impliquer parce que vous prenez des risques. Vous le faites pour vous et vous allez vous rendre compte rapidement que vous le faites pour les autres. Vous allez devenir des employeurs. Vous allez vous occuper de famille. Vous allez devenir des joueurs dans une société. Vous allez prendre des risques. Vous allez payer plus de taxes parce que vous allez lancer un local. Vous êtes des acteurs de changement. Vous êtes des vecteurs fondamentaux dans notre société parce que la création de richesse va passer par le développement de l'entrepreneuriat individuel. Les jobs aujourd'hui ne sont pas créés par les grandes entreprises. Les jobs sont majoritairement créés par des PME. Et on doit aujourd'hui au Québec s'assurer qu'on puisse développer des PME qui vont devenir les grandes entreprises de demain. On a trop souvent, dans le passé, lancé des entreprises et on les a revendues aux États-Unis. On les a revendues ailleurs. Je dois m'en confesser, je l'ai fait à quelques reprises. Ceci dit, le climat était très différent il y a une vingtaine d'années. Trouver le financement requis pour pouvoir accompagner notre entreprise était beaucoup plus difficile et ça a été, à ce moment-là, une décision que j'ai dû prendre de vendre l'entreprise, une entreprise, par exemple, dans le jeu vidéo, avec laquelle j'ai fait beaucoup plus d'argent que ma première entreprise. Je vais vous raconter une histoire rapidement. Ma première entreprise, je l'ai lancée, j'avais 21 ans. Ça s'appelait Intellia. Je lance cette entreprise-là parce que je décide de quitter l'école. Je n'aimais pas beaucoup l'école. En fait, j'ai été refusé au HEC pour être bien honnête avec vous. Aujourd'hui, c'est plus cool de dire « j'aimais pas l'école ». Mais je n'ai pas été accepté au HEC. Alors, j'ai donc choisi de lancer une entreprise dans le milieu du multimédia. Et j'ai eu la chance, quand j'étais jeune, d'avoir un ordinateur. Quand j'avais 11 ans, mon père m'a acheté un Sinclair. C'était un ordinateur qui avait un K. Et je programmais, puis quand tu fermais l'ordinateur, tout le code partait. Il fallait que quand tu ouvrais l'ordinateur, tu programmes ton logiciel. Il n'y avait pas de sauvegarde. Alors, j'ai développé mon doigté. Ça a été une bonne chose. Mais ça m'a permis d'avoir une connaissance par rapport aux ordinateurs qui était un élément de différenciation. Et ça, aujourd'hui, un élément de différenciation dans votre métier, c'est très important.
Aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait se lancer en informatique ou faire des sites web ou faire du multimédia, tout le monde n'a pas grand chance là-dedans. Là. Il y en a du monde là-dedans. Et remettez-vous, en 93, quand j'ai lancé ça, il n'y avait personne. Et j'ai loué un premier local sur la rue Saint-Laurent, en haut des garçons coiffeurs. Je ne sais pas si certaines d'entre vous connaissent. En fait, je me faisais couper les cheveux gratuitement. J'ai changé ça contre des sites web. Je pense qu'il a été le premier coiffeur à avoir un site Internet. Et donc, on lance cette entreprise-là, ça va assez bien, on se positionne, c'est des ROM, etc., etc. Et petit à petit, il y a des gens qui viennent nous voir, il y a des gens qui achètent nos services, Québécois vient nous voir, on ramasse des contrats, et ça prend de l'ampleur. Là, je loue l'arrière du deuxième étage du coiffeur. On était rendu à ce moment-là près de 12 employés, 13 employés, ça roule du tonnerre de Dieu. Et ils font des teintures, hein, ces gens-là. Et à midi, sortent les teintures et ça sentait très fort. Et je suis convaincu à ce jour que ça a été un élément fondamental dans la différenciation de la qualité du graphisme qu'on développait chez Intellia. Et donc, la compagnie continue à grandir et je choisis de louer un local dans le Vieux-Montréal. À ce moment-là, il n'y avait personne dans la cité du multimédia. Ça n'existait pas, ça ne s'appelait pas la cité du multimédia. Ça s'appelait le Vieux-Port, puis c'était dangereux. Là. Je vous dis, en 95, c'était dangereux. Il y avait des gens qui buvaient de la bière, puis, mais pas de la microbrasserie, là, des Molson tablettes. Là. Et donc, on loue un local beaucoup plus grand que ce à quoi on aurait dû faire. Un local énorme. Et là, ça a fait que les entreprises nous ont fait confiance. Ils arrivent, puis là, ils ont vu l'apparence très importante. Hein? Là, ils ont vu des beaux locaux. On avait des grands locaux. Et on gagne un contrat. Ronan, on en gagne un autre contrat. Banque Laurentienne, on gagne un autre contrat. Et à un moment donné, Bombardier décide qu'ils vont faire leur site Internet. Et là, ils vont en appel d'offres. Et moi, mes compétiteurs, c'était des gens qui avaient des locaux en haut de coiffeurs. Et moi, on avait un immense local, on avait acheté des télévisions, c'était extraordinaire. Et là, Bombardier vient nous voir et je décide d'inviter des amis à apporter leur ordinateur et leur table et à venir travailler dans le local pour faire croire qu'on était beaucoup plus gros qu'on était. Alors, on était supposé avoir une trentaine de personnes, finalement, on était 50. Écoute, ça jouait au solitaire là-dedans, c'était incroyable. Et donc, on arrive et finalement, on a gagné le mandat de Bombardier. Ça a été incroyable. Après ça, on a livré. Ça a été une relation spectaculaire. J'ai vendu l'entreprise à Québécois. J'ai vendu la moitié de l'entreprise à Québécois. Je n'étais pas très familier à ce moment-là avec le droit, pas très familier avec les finances. Et finalement, ils ont pris 50%, mais j'ai pas mis d'argent dans mes poches, ça. Et finalement, on fait une acquisition, on fait 2 acquisitions et on s'en va public. On achète une compagnie de Québec, on fait un reverse takeover et du jour au lendemain, je suis assis sur 1 million d'actions d'une société publique. J'ai 27 ans. Qu'est-ce qu'on fait à 27 ans quand tu as 1 million d'actions d'une société publique qui vaut 7 $ à l'émission? Ça fait 7 millions de dollars. Là. J'ai 27 ans. Tu achètes une Porsche. Puis après ça, tu te trouves une blonde. Ça aide. Et c'est Debbie. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et donc, l'entreprise va bien, 7 $, 14 $, on est dans la bulle Internet, 20 $, 60 $, 89 $. Et là, je suis assis au Buonanotte, qui était un restaurant cool à l'époque. Et je suis assis au Buonanotte et je vaux 89 millions de dollars. J'ai 28 ans. Là, tout va bien. La vie est belle, c'est extraordinaire. J'ai une femme, vraiment, je ne pensais jamais attraper quelqu'un de même. Une femme extraordinaire. Et finalement, on part, on se marie en 2000. Et pendant qu'on est en voyage de noces,
Je suis le cours de la bourse et le stock passe de 89 $ et là, ça commence à descendre. Et ça descend, et ça descend, et ça descend. Et moi, j'ai une marge de crédit, la vie va bien, acheter une maison, le char, écoute, les œuvres d'art, le vin, yes, on est en Asie, ça y va par là. Et je mets une marge de crédit, je lance une nouvelle entreprise dans les jeux vidéo. Et finalement, le stock descend à 89 sous. Et là, je suis passé de quelqu'un qui valait 89 millions de dollars à quelqu'un qui valait moins 3 millions de dollars. Parce que j'avais, emprunté de l'argent, puis on avait fait la grosse vie. Et donc, à ce moment-là, j'ai reçu un appel des comptes spéciaux. Ça, là, les comptes spéciaux dans une banque, là, c'est fantastique. Ils veulent ton bien, puis ils vont l'avoir. Et un élément qui a été fondamental, ça a toujours été de m'entourer de gens plus intelligents que moi, des gens qui sont des conseillers. Et à ce moment-là, j'avais un banquier qui était un ami proche, qui est encore un très bon ami, un avocat qui est encore mon ami personnel. Et avant que tout ça arrive, Daniel, mon avocat, dit « Écoute, c'est le fun, là, tu vaux de l'argent, tout ça, tu as acheté une maison. » Il dit « Tu sais, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Transfère donc la propriété à ta femme. On ne sait jamais. » Je dis « Ah, OK. » Et mon ami Enrico me dit tu devrais en vendre un peu. Fait que j'ai vendu 750 000 $ d'actions de Neuron et j'ai acheté ma première maison avec ça, que j'ai transférée à débit. Alors, quand j'arrive aux comptes spéciaux d'une banque canadienne que je ne nommerai pas, qui commence par C, puis qui finit par C, on rentre au 14e étage, chez les comptes spéciaux, là, c'est fantastique, là. Moi, je pensais qu'ils m'appelaient parce que j'étais un client spécial, je faisais des jeux vidéo. C'est pas ça du tout. Alors, ils te mettent dans une salle, ils montent le chauffage, ils mettent ça à 27, 28, là, tu t'assois, là, t'attends. C'est ça, c'est scripté, là. 12 minutes, 14 minutes, ils attendent que tu touches 325, 350 degrés. Là, ils rentrent. Et là, il vient s'asseoir et il dit « Monsieur Taillefer, vous nous devez de l'argent? » Oui. Il dit « Voici un acte hypothécaire, on prend possession de votre maison immédiatement. » Et je me suis souvenu à ce moment-là que 2 ans et 2 semaines plus tôt, mon avocat m'avait dit « Ça serait pas une mauvaise idée de transférer ça à ta femme. » Et j'ai dû dire aux 2 gens des grands spécialistes, des gens très sympathiques, veston brun, cravate jaune, j'espère qu'il n'y a personne habillé comme ça ici. On est quand même au Collège La Salle. Et ils amènent un acte hypothécaire, puis ils me disent « Monsieur Taillefer, on prend possession de votre maison immédiatement. » Et je leur réponds « Écoutez, je suis vraiment désolé. » Et dans la culture libanaise, parce que Debbie est d'origine libanaise, il va de soi qu'on transfère la propriété lors du mariage. Et c'est ce qui a fait qu'on a réussi à élever nos enfants puis à continuer à lancer, parce qu'à partir de ce moment-là, mon problème était aussi le problème de la banque, parce qu'il n'y avait plus vraiment d'actifs. Il restait une entreprise qu'on a vendue 2 ans plus tard. J'ai repayé toutes mes dettes. On a fait assez d'argent avec ça. Je suis allé public. L'entreprise a fait un IPO au Nasdaq. On est allé chercher une valorisation de 570 millions de $ pour l'entreprise. Et 1 an et demi après, on a vendu cette entreprise-là pour 690 millions de $ américains à Electronic Arts. Et, ouais, mais pour moi, c'est pas ça qui est important dans l'histoire. Ce dont vous devez vous souvenir, c'est quoi? C'est que la meilleure formation qui peut vous arriver, c'est de vous casser la gueule. L'échec n'est pas assez célébré. Aujourd'hui, au Québec, quelqu'un qui a fait faillite, qui a raté un projet, c'est un paria. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent que Théo Taxi, je vais me casser la gueule avec ça. Ça se peut. Est-ce que je vais devenir un paria? Fort probable. On ne célèbre pas assez l'échec. Bill Gates, aujourd'hui, dit une chose. Il dit, moi, je m'entoure de gens qui ont fait faillite. Parce que s'ils sont passés à travers ce genre d'épreuves-là, les chances sont qu'ils vont ils vont être de meilleurs gestionnaires, ils vont être de meilleurs entrepreneurs. Un entrepreneur, aujourd'hui, doit s'entourer de gens qui ont plus de cicatrices que lui. Ou qu'elle. Vous devez chercher des gens qui ont encore des couteaux dans le dos, qui sont sanguignolants. Ce sont les meilleurs. Et ça tombe bien. Regardez. Moi, j'ai eu mon lot d'échecs.
Alors aujourd'hui, il faut comprendre à quel point est-ce qu'on devrait saluer ça. Chaque expérience, chaque échec, chaque problème que vous allez connaître va être un élément qui va vous structurer, va être un élément qui va vous rendre plus fort, va être un élément qui va vous rendre meilleur, qui va vous permettre d'avoir une vision différente. Avant de passer aux périodes de questions, je voudrais vous parler rapidement de Expand Capital. Expand, c'est un fonds que j'ai lancé il y a maintenant 5 ans, 6 ans. Et j'ai pris la décision à ce moment-là de ne plus être un opérateur, un PDG d'entreprise, parce que je suis intéressé par plusieurs choses. J'ai toujours été très curieux. La curiosité, pour moi, m'apparaît être un élément fondamental du succès. Être curieux, de savoir qu'est-ce que les compétiteurs font, les technologies qui s'en viennent, mais plus que ça, visiter des musées, rencontrer des artistes, rencontrer des gens différents de soi, s'entourer des gens qui ne pensent pas comme vous, qui sont capables de vous amener une perspective différente. Et j'ai pris la décision à ce moment-là de ne plus être un PDG parce que je pense que la chose la plus importante quand on est un PDG, c'est le leadership par l'exemple. Et le leadership par l'exemple, c'est de rentrer tôt, partir tard, de toujours travailler sur ses projets. Et moi, je fais ça aujourd'hui, mais le problème que j'ai, c'est que je split ça sur à peu près une vingtaine de projets. J'en ai trop. Je dis dans mon livre, prenez-en pas trop, mais vous savez, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Malheureusement, c'est un enjeu et je mets un maxima culpa. Aujourd'hui, je travaille sur de nombreux projets. Je travaille sur des projets de prévention. J'ai connu un événement difficile dans ma vie. Je travaille sur des projets de prévention au niveau du suicide. Je suis impliqué dans l'art contemporain, je suis impliqué dans un paquet de dossiers et je suis dans 12 ou 13 entreprises. On va annoncer lundi un placement dans une des entreprises les plus extraordinaires que j'ai rencontrées qui s'appelle Direction, qui est une entreprise qui fait une affaire complètement folle. Ils font de l'optimisation, d'allocation des budgets d'immobilisation d'entreprises détenant des actifs d'1 milliard et plus dans les télécoms, oil and gas, etc., etc. Essentiellement, ce que ça fait, c'est que ça vous permet d'optimiser comment est-ce que vous allez dépenser vos sous pour mettre à jour vos infrastructures, etc., etc. Compagnie incroyable, okay? 50 gars avec du tape autour des lunettes, c'est extraordinaire. Mais il y a des filles aussi. Mais c'est drôle, ils n'ont pas de tape autour des lunettes. Mais c'est vraiment une entreprise extraordinaire. Je suis impliqué dans Mishmash, qui est un consortium de médias dans lequel on détient l'actualité, voire Pique-Nique électronique, Igloo Fest, Rockfest. Je ne sais pas si vous avez vu la programmation qui est sortie. J'espère vous voir à Montebello. J'arrive tout le temps avec ma petite camisole de Megadeth. Et je vous invite à acheter vos billets parce que ça part très, très vite. On est impliqué dans de nombreux projets. Et aujourd'hui, pour moi, cette passion-là, cette passion des projets, cette passion de l'entrepreneuriat, je pense que c'est lié à un élément qui caractérise souvent les entrepreneurs. J'ai lu un livre dans ma vie, un seul livre sur la gestion, et c'est un livre qui m'a profondément marqué. Je me suis dit, il m'a tellement marqué que je ne vais pas en lire un autre. Et ce livre-là, c'est un livre d'une professeure du HEC qui s'appelait, parce qu'elle est décédée aujourd'hui, Patricia Pitcher. Et Patricia Pitcher a écrit un livre qui s'appelle « Artistes, artisans et technocrates ». Et c'est un livre qui m'a beaucoup marqué parce que c'est un livre qui raconte que pour être un bon entrepreneur, pour être un bon promoteur, pour lancer des projets, ça prend le côté artistique, ça prend une vision créative, ça prend la capacité de voir des choses que certaines autres personnes n'ont pas la capacité de voir. Ça prend un peu de folie, ça prend beaucoup d'humour. Je suis convaincu que ce qui a fait une grande différence dans ma vie, c'est bien entendu mes cours de gestion, la comptabilité, tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Et mes cours d'improvisation. J'ai fait de l'improvisation au cégep. J'ai essayé de m'inscrire à l'école Juste pour rire. J'ai été refusé aussi, en plus des HEC, à peu près en même temps. Et j'ai essayé de faire la course autour du monde à la télévision. Et j'étais semi-finaliste et ils ne m'ont pas retenu parce que j'avais choisi de faire un des premiers fake news documentaires. C'était un documentaire complètement faux. Et les gens de Radio-Canada m'ont dit « Voyons, c'est faux ce documentaire-là? » Je dis « Oui, c'est faux. Ben, nous, on fait des vrais documentaires, on ne fait pas des faux documentaires. » Alors, ils m'ont refusé. Mais tout ça pour vous dire que vous êtes aujourd'hui dans une école de mode.
Vous êtes attiré par ce côté-là, que ce soit au niveau de la commercialisation, au niveau de la fabrication, vous êtes attiré par ce côté artistique-là. Il faut voir ça comme une force, en fait. C'est une force inouïe. Et vous devez capitaliser sur ces forces-là. Vous devez vous entourer de gens qui vont être complémentaires à ce que vous faites pour être en mesure d'y arriver. Complémentaires en allant chercher des technocrates. Vous savez quoi? Il y a plus de technocrates dans le monde que d'artistes. Ça tombe bien. Alors, il ne faut pas voir comment est-ce que vous voyez les choses. Peut-être que vous vous levez tard. C'est correct aussi de vous lever tard. Excusez-moi, je vais prendre une gorgée d'eau. Avant que je dérape, Debbie me regarde, elle dit non, non, ça, arrête ça là. Alors, ceci dit, moi je me lève très tôt. Ma discipline, je me couche à 9h, 9h15, c'est pourquoi je vais quitter bientôt. Et je me lève à 5h et tous les matins et je vais travailler de 5h à 8h. Je fais ma journée, je fais mes courriels, tout ça. Et après ça, je pars faire mon travail. Alors, je termine en vous disant une chose. Je suis convaincu que l'avenir de l'entrepreneuriat, l'avenir du capitalisme, est un capitalisme social. L'avenir du capitalisme sera social ou il ne sera pas. On ne peut pas aujourd'hui, dans un contexte où on a des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux, où on a des enjeux d'iniquité sociale comme on n'en a jamais eu dans le monde. Je vous ai parlé des milliardaires américains. Les 6 Waltons détiennent autant d'argent que 40% des Américains les plus pauvres. Et on a la responsabilité aujourd'hui de comprendre l'impact que nos entreprises ont globalement. Parce qu'on peut croire qu'une entreprise qui vend des produits moins chers va permettre aux gens de s'enrichir. C'est en fait exactement l'inverse. On a la responsabilité de comprendre comment est-ce que nos décisions ont un impact sur la société et on se doit d'avoir une société qui va comprendre les impacts de nos décisions et qui vont s'assurer de mettre en place un cadre réglementaire pour empêcher les abus. Je rêve du jour où on va choisir des produits en fonction de nos valeurs. Vous avez tous des valeurs. Et aujourd'hui, on est capable de choisir un aliment en fonction d'une fiche nutritionnelle. Combien de lipides, combien de glucides. Je suis sur la diète keto en ce moment, c'est pas facile. Il faut que je mange 70% de lipides, c'est du bacon. Et donc, on choisit des aliments en fonction de ça. Le glucide, le lipide, on a réussi depuis 25 ans à changer les habitudes de consommation alimentaire avec cette fiche nutritionnelle-là. Et moi, je milite pour une fiche nutritionnelle pour les entreprises, pour qu'on soit capable de comprendre, est-ce que cette entreprise-là respecte nos valeurs? Est-ce que cette entreprise-là est correcte au niveau de l'équité salariale, au niveau de l'équité des sexes, au niveau de l'intégration culturelle? Est-ce qu'elle respecte aujourd'hui, est-ce qu'elle pratique une fiscalité responsable? Est-ce que cette entreprise-là, aujourd'hui, environnementalement parlant, est-ce qu'elle respecte le cadre dans lequel elle devrait fonctionner? Et je suis convaincu que plus on va permettre aux gens de comprendre ça, plus on va permettre aux gens de comprendre l'impact que l'on a comme citoyen, mais comme consommateur. Parce qu'on peut voter à chaque 4 ans pour un gouvernement, mais on vote 10 fois par jour avec son portefeuille. Et c'est avec son portefeuille qu'on est capable réellement de changer le monde. Et je vous invite aujourd'hui à réfléchir à ça, et je vous invite à lancer des projets, à vous impliquer dans la cité, à devenir des agents de changement, à devenir des gens que les gens vont vouloir côtoyer parce que vous vous impliquez et parce que vous faites une différence. Et cette implication sociale-là, je vous le garantis, est le facteur le plus important du bonheur. Merci beaucoup. J'espère que vous avez des questions parce que la dernière fois, j'ai juste eu 5 questions. J'étais un peu déçu. J'espère en avoir au moins 6 ce soir. Parce qu'on a 5 livres à faire tirer, n'est-ce pas? Bien, je peux vous dire, est-ce qu'on peut lancer mon micro? Qu'on en a plus que 6. Avant de commencer avec les questions, j'aimerais juste qu'on puisse applaudir Alexandre Taillefer pour la conférence. Merci.
Et la manière qu'on va procéder, en fait, pour que ça soit, qu'on puisse quand même poser le plus de questions possible, c'est que je vais donner le nom et la question de la personne. Si c'est vous, levez-vous comme ça. Monsieur Taillefer va savoir que la question vient de vous et il va vous répondre. Donc, je commence tout de suite avec une question de Pierre-Luc Labbé. Est-ce qu'il est dans la salle? Donc, Pierre-Luc vous demande quels sont les points à ne pas négliger lorsque nous nous associons avec un partenaire en affaires? C'est une excellente question. Premier point, premier conseil que je vous donne, c'est que il ne peut pas avoir deux capitaines dans le bateau, ou dans l'avion, ou dans n'importe quoi que vous allez conduire. Une entreprise, là, il y a un volant. Ça prend une personne qui est au volant. Alors ça, c'est une décision très compliquée, parce que quand on part un projet ensemble, tout est collaboratif, ça va bien. Mais d'expérience, parce que j'ai vécu cette expérience-là, première chose à faire, c'est ça. De déterminer rapidement qui est en charge du volant. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas discuter, prendre des décisions collaboratives, mais à un moment donné, quelqu'un doit trancher. Et c'est une situation qui peut s'envenimer rapidement. C'est pas facile, un couple, et c'est rien par rapport à des partenaires d'affaires. Et le nombre de situations que je connais qui sont tournées au vinaigre du jour au lendemain, c'est inouï. Et à partir du moment où il y a une chicane qui commence, là, oh my God, ça peut être vraiment terrible. Alors, je ne vous dis pas de ne pas vous associer, au contraire. Les projets aujourd'hui, ça émerge souvent de rencontres entre certains individus qui vont se challenger, qui vont penser à des choses. Et c'est très important. La majorité des entreprises ont été créées par 3-4 personnes qui se regroupent ensemble et créent des entreprises. Mais assurez-vous, 1, de trouver qui ça va être, 2, d'avoir un contrat de mariage en bonne et due forme qui va bien gérer, bien régir les règles en cas de chicane, en cas de ci, en cas de ça. Parce que je le dis souvent, la chicane est possible, est probable. Non, elle va arriver. OK? Elle va arriver. Alors, soyez prêts à ça. Mais c'est le fun de partir en affaires. C'est fantastique. Vous savez, moi, quand je me lance en affaires, la chose la plus excitante, c'est de trouver le nom de ma business, puis après ça, de faire le design de ma carte d'affaires. Une fois que ça, c'est fait, après ça, on peut commencer à travailler sur le plan d'affaires. C'est vrai, en fait, c'est vrai, je fais ça pour vrai. Et ça tombe bien parce que la deuxième question est complètement reliée à la première. Elle vient de Annie Moussin. Est-ce qu'elle est dans la salle? Oui. Donc, vos décisions d'affaires ont-elles toujours été approuvées par vos conseillers? Sinon, ont-elles réussi quand même? C'est une bonne question. Non. Non. C'est pas on ne lance pas des entreprises par comité. J'y faisais référence. Et à un moment donné, il faut se fier à son intuition. L'intuition est extrêmement importante. Je vous dirais que c'est un des éléments les plus importants, selon moi, du succès que j'ai pu connaître. Parce que j'ai eu de bonnes intuitions. À un moment donné, j'ai pris des décisions. Mais je vous dirais que dans les erreurs que j'ai pu faire, c'est souvent, je parlais de balayer les choses du revers de la main, les mettre en dessous du tapis. Encore dernièrement, ça m'est arrivé. De tarder à prendre des décisions. De tarder à prendre des décisions, les décisions, j'appelle ça des tough decisions, là, de décider de prendre des décisions difficiles. Là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aime ça faire ça. Et c'est tellement important. Si vous êtes dans une situation où ça ne va pas bien, vous essayez de le régler. Puis si ça ne se règle pas, prenez la décision. Voilà. Alors, la réponse à ça, c'est non, parce que sinon, les conseillers, ils ne seront pas conseillers. Donc, voilà. Donc, je vais bientôt maintenant passer à une question de Vanessa Alvarado, si elle est dans la salle. C'est une question quand même qui est revenue de plusieurs fois de différentes façons, mais je vais vous lire la sienne. C'est l'indignation qui m'a poussée à fonder l'association Femmes en affaires de l'UQAM. Il n'y a pas encore assez de femmes entrepreneurs. Quels conseils pouvez-vous leur donner afin de les encourager à oser entreprendre? Alors, d'abord, je dois vous dire que j'ai écrit le livre « Lettre à une jeune entrepreneur » parce qu'il me reste juste une fille. Et donc, j'ai dédié ce livre-là à ma fille Daphné. Mais naturellement, c'était aussi dans un contexte où on parle beaucoup d'équité.
Et les gens qui ont compris l'importance pour l'avenir économique du monde, de la femme, ne peuvent pas faire autrement que de mettre en place ce que ça prend pour que la femme prenne plus de place dans notre société. Alors bien sûr, l'équité, c'est des beaux principes, c'est formidable, on adore ça, puis moi je vis pour mes principes. Mais il y a une raison économique aussi à ça, puis on l'oublie trop souvent. D'avoir mis en place un programme de CPE dans les années 95 aujourd'hui fait que le nombre de femmes qui sont sur le marché du travail au Québec sont 7% plus importants, 7 points de plus que la moyenne du Canada. Et quand on sait aujourd'hui qu'on a un enjeu de main-d'œuvre, quand on sait aujourd'hui qu'on a un taux de chômage extrêmement bas qui va continuer à rester à ce niveau-là pour une raison bien évidente, on a un enjeu démographique. On a un enjeu démographique parce que les baby boomers s'en vont tous à la retraite. Alors, il faut absolument compter sur la femme. La femme, aujourd'hui, est le vecteur qui va faire qu'on va être capable d'alimenter tous nos beaux projets entrepreneuriaux. Et pour moi, ce changement-là, c'est un changement dramatique, drastique. Moi, j'ai commencé à me rendre compte de ça il y a peut-être 7 ou 8 ans. J'ai 45 ans, je me considère jeune, hip encore. Je porte juste des jeans. Mais je suis un peu un mononcle. Mais c'est vrai, je suis dans 72. Et on a l'obligation comme homme de se rendre compte que nous faisons partie de la solution. Et cette solution-là aujourd'hui, c'est quoi? C'est de s'assurer qu'on prenne des femmes et qu'on les rentre dans le Boys Club. Et moi, j'ai pris cette décision-là il y a peut-être 5 ans, 6 ans. J'ai pris des femmes, puis je les ai rentrées dans le Boys Club. Puis on fait des projets ensemble. Et on a une confiance, puis on développe cette relation-là. Et je fais de la discrimination positive systématique. Et ça ne m'empêche pas d'avoir des biais. Et on a réalisé dernièrement un forum à l'actualité. On a réuni 300 personnes pour parler des biais inconscients et parler de l'équité entre les hommes et les femmes. Et j'ai raconté un événement qui s'était passé quelques semaines auparavant. On a recruté un nouveau PDG chez Théo. Et j'étais très fier de dire que j'avais insisté pour que dans les candidats, il y a au moins moitié hommes et moitié femmes. Et j'ai retenu 4 candidats, 2 hommes, 2 femmes, et il y avait 2 personnes qui étaient finalistes. J'ai finalement choisi de travailler avec l'homme. Mais on a passé à travers le processus complet. Et je me suis rendu compte que j'avais un comportement différent lors de l'entrevue. J'essayais de vendre Théo aux candidats masculins. Je demandais les credentials, puis pourquoi est-ce que la candidate féminine allait être une bonne PDG. Et quand je me suis rendu compte de ça, je n'étais pas content de moi. Et ce genre de biais-là, malheureusement, ils sont partout. Et on a la responsabilité comme homme de se rendre compte qu'il y a des biais comme ça, des biais inconscients qui influencent nos décisions. Je parlais à Sophie Brochu, je m'excuse, la réponse est longue, mais je parlais à Sophie Brochu qui me disait que même elle, c'est très important chez Gaz Métro Énergir maintenant, cette équité-là. Et elle me dit à un moment donné, je suis assis, puis je regarde les résumés des CV des candidats. Et tous les candidats hommes terminent, toutes les candidates femmes se terminent en disant « Son mari est vice-président chez Bombardier. Son mari est... » Comme si la probité de la femme était liée à ce que son mari faisait. Mais ce sont tous de petits détails comme ça qui font une immense différence et on doit se rendre compte de ça. Et on a la responsabilité, là je parle aux hommes dans la salle, vous avez la responsabilité d'amener les femmes et de s'assurer qu'on leur donne un maximum de chance. Est-ce qu'on a le temps pour une autre Oui. question? Oui. OK. Donc, on est au Collège La Salle, donc dans un endroit où on donne de l'éducation. Quelqu'un demande quelle est votre perspective de l'école du futur? Comment sera-t-elle différente pour motiver et inspirer une nouvelle génération? Et je veux préciser que c'est Can M. Est-ce qu'elle est dans la salle ou est-ce que c'est Facebook Live? Oui, Can ici.
Donc, voilà. Je vous dirais la chose suivante. Je pense que l'élément fondamental aujourd'hui sur lequel on doit travailler dans notre système d'éducation, c'est pas tant les écoles professionnelles, les cégeps, les universités. Je pense qu'on a, on a un système qui fonctionne relativement bien. On a l'obligation, par contre, de permettre aux gens de devenir des apprenants, de développer des citoyens qui sont curieux. Et il faut, je pense, s'éloigner de la perspective de développer des citoyens comme étant des vecteurs de production. On apprend aux gens, notre responsabilité devrait être d'apprendre aux gens à être heureux, de faire un métier qu'ils aiment, d'être capable, parce que j'ai parlé de ça tout à l'heure, la productivité est un facteur fondamental et la productivité va être directement liée au bonheur que vous allez retrouver à travailler. Ceci dit, pour moi, l'élément fondamental dans notre système d'éducation se joue de 3 ans à 12 ans. On doit s'assurer qu'on mette en place un système qui soit le plus équitable et égalitaire possible pour qu'on puisse, comme société, être fiers d'avoir créé une mobilité sociale pour les gens qui habitent dans le H2G. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut investir massivement dans notre régime, dans notre système scolaire pour que les jeunes de 3, 4, 5, 6 ans développent des passions, soient entourés de professeurs motivés, aussi motivés dans Hochelaga-Maisonneuve qu'ils peuvent l'être dans Outremont. Et quand on va avoir réussi ça comme société, quand on va avoir permis à ces gens-là qui seront nés de pouvoir s'émanciper, de pouvoir bénéficier d'une éducation comme celle que j'ai eu la chance d'obtenir, comme celle que vous avez probablement eu la chance d'obtenir, eh bien, je pense que comme société, on va être drôlement mieux situé. Merci de... Une petite dernière Oui. pour avoir notre 5e gagnant. Donc, la question vient de Guillaume McMartin ou McMartin. Un rôle fondamental. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont enseigné des trucs sans que ça fasse mal. Et souvent, le mentorat, c'est ça. Hein? Quand on court après un mentor, c'est une chose, mais quand on développe une relation d'amitié avec des gens qui nous apprennent des choses, dans mon cas, c'était quelqu'un qui s'appelle encore François Roy. François est mon ami depuis 25 ans. C'était le chef de la direction financière de Québecor. Alors, je suis rentré dans l'ascenseur à un moment donné, puis il trouvait que j'avais l'air d'un faux Daniel Langlois, parce que j'étais habillé à ce moment-là toujours en noir, puis tout ça, puis il dit que vous êtes comme un pauvre, un Daniel Langlois pauvre. Je l'ai trouvé tout de suite très sympathique. et il m'a appris l'opéra, il m'a appris l'art, il m'a appris le vin, il m'a présenté un paquet de gens, j'ai pu avoir des discussions avec lui. Et c'est quelqu'un qui a eu, comme d'autres avant lui, ou d'autres personnes, beaucoup d'échecs, beaucoup de problèmes, d'enjeux, qui a connu beaucoup de choses. Mais pour moi, le mentorat, je le vois pas comme une relation avec un mentor. La chose qui m'a formé, je pense, c'est d'être accueilli par une communauté. Et je l'ai jamais fait je vais vous dire quelque chose, je l'ai jamais fait en faisant les chambres de commerce. Puis j'adore, je pense que les chambres de commerce, c'est très important. Le réseautage, c'est très important. Mais je vous dirais que l'implication sociale, mon implication sociale, m'a ouvert tellement de portes. Et je ne l'ai jamais fait pour ça. Mais ça m'a ouvert tellement de portes que je ne peux pas faire autrement que de vous partager ça. Quand vous vous impliquez, quand les gens sentent que vous voulez faire une différence réellement, c'est un élément très facilitateur pour autre chose, parce qu'on n'est pas que dans des relations transactionnelles, on est avant tout dans des relations interpersonnelles, on développe de l'amitié. Et moi, je vous dirais que mes relations d'affaires, c'est beaucoup basé sur des relations de confiance, des relations d'amitié. Et ça me paraît à la base de tout. Ça me paraît à la base
à la base de la vie. Merci beaucoup tout le monde pour votre écoute ce soir. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais pas prendre la parole pour vous, mais remercier M. Taillefer pour la conférence, puis aussi peut-être lui dire qu'au-delà des conseils qui sont reliés à l'entrepreneuriat, je trouve que c'était très inspirant. J'étais très, très, très heureuse d'entendre le mot bonheur dans cette conférence, puis à quel point c'était important dans la démarche que vous avez, puis dans la démarche qu'on devrait tous avoir. Donc, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.